Monastère de Kulun Botang, Tibet, août 1914. Linshu, les bêtes sont-elles prêtes à partir? Oui, chef. Les chevaux sont scellés et les mulets attendent leur chargement. Parfait. Les moines sont occupés par leur dévotion. En profitons-en pour prendre livraison de notre cadeau d'adieu. N'est-ce pas une bien vilaine façon de remercier nos hôtes? Oh, mon cher baron, tu as sans doute remarqué combien nos hôtes sont détachés des choses matérielles. En revanche, j'ai repéré quelques petites merveilles qui nous feraient grand profit. Et toi, dis à 3 de tes hommes de nous accompagner. Oui, chef. Allons-y. La salle des reliques sacrées se trouve à quelques mètres par là. Linshu, dis-leur de se taire. Ils ont pris les sacs de toile? Oui. Parfait. Voilà, nous y sommes. On entre ici comme dans un moulin. Un moulin à prière. Sans doute n'ont-ils pas pour habitude d'être pillés. Ah, quelle horreur. Ces odeurs d'encens, de beurre rance et de thé fumé me donnent la nausée. Ne traînons pas ici. Linshu, dis-leur de remplir les sacs. Qu'ils prennent tout ce qui brille. Moi, je me charge des statuettes. Faut-il emporter les masques et les tapisseries? Oui. Et aussi les objets en bois laqué. Comme les coupelles et les encriers. Oh, ce livre. Quelle merveille. Abrégé du traité de la sagesse. Prajna Paramita. Texte or sur fond noir. Hé, baron. C'est elle, je l'ai trouvée. Quoi donc? Neige blanche. Une divinité de la montagne de Tsaong. Argile et socle de bois. Oh, 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 par ici, ma jolie. Linshu, là, à droite. Le grand reliquaire en argent. Tout doux, tout doux. Eh bien, que se passe-t-il? Elles ont trouvé quelque chose. Poussez-vous. Elles nous regardent. Quoi? C'est ça qui leur fait peur? Ce bout de bidoche tout racourni? Juste ciel, Barbezieux. Un peu de respect, cette momie est un objet sacré. Ouais. Bon, eh ben, on va pas s'encombrer d'une relique aussi macabre, hein. Je regrette. Cette momie est à mes yeux un objet d'une valeur inestimable. Quoi? Mais tu crois tout de même pas que je vais repartir avec... Linshu, charge-la dans cette caisse, veux-tu? Chef, je n'ai pas trop envie de toucher à ça. De quoi as-tu peur? Elle ne va pas te manger. La vénération que les moines ont pour cette momie la désigne comme le trésor le plus précieux de ce temple. Je la veux. Mais que faites-vous ici? Comment osez-vous profaner ce lieu sacré? Morbleu. Je croyais que ces macaques étaient occupés avec leur bondieuserie. Vite! Saisissez-le avant qu'il ne prévienne les autres. On le tient! Il va donner l'alerte. Vous autres, faites la terre. Mais chef, c'est un moine. Alors tiens. Vous entendez? La cérémonie. Il se passe quelque chose. Ces maudits moines ne vont pas tarder à s'amener. Il faut partir d'ici au plus vite. Allez, pressez-vous. Ah! Il nous barre le chemin. Ça va les occuper un petit moment. Chef, comment allons-nous rejoindre les chevaux? Il existe sûrement un autre passage qui mène vers la cour. Prenons par ce couloir.
Allez! Ah, le lama. Il manquait plus que lui. La mascarade est complète. Homme au cœur de cendre, c'est donc ainsi que vous exprimez votre gratitude. Écoutez, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Je vous ai redonné le souffle de la vie, et vous buvez le sang de mes disciples. Eh oh, on vous avait rien demandé, hein. Je vous ai initié au secret de la divination tibétaine, et vous pillez notre temple. Tu parles. Apprendre à soulever un bol de riz par la pensée, c'est bon pour finir dans un cirque. Allez, pousse-toi de là. Regardez, les lamas, ils s'envolent. Il l'évite, Lincho. Il l'évite. Encore un de ces tours de passe-passe. Ah, il est déjà à 30 cm du sol. Ses yeux. Attention. Il va nous hypnotiser. Je ne me sens pas très bien. Il ne faut pas le regarder. Vous avez compris, vous autres? Tant pis pour toi, Guignol. Tu l'auras cherché. Pas monsieur. Non. Range ce revolver. Tu n'aurais pas dû. La voie est libre, baron, après toi. Attendez. Emportez nos reliques et nos objets sacrés, mais ne prenez pas Shunga Rinpoche. Shunga Rinpoche? Vous voulez parler de la momie? Peu importe les richesses de notre temple, mais Rinpoche doit demeurer ici. Sinon, dans 28 fois sans lune, Shunga se réveillera. Et alors? C'est ça. Alors rendez-vous dans 28 fois sans lune. Et bonjour chez vous. Allons-y. J'entends les chevaux. Nous sommes coupés. Shunga ne doit pas se réveiller. Tout le monde y est. En avant. On décolle. Ne priez pas pour moi. D'autres vies m'attendent. Priez pour le Rinpoche. Qu'il revienne dans notre temple avant que la colère de Shung Yogo ne se déchaîne sur notre... Ah. Août 1914. Le monastère tibétain de Kulun Botang est le théâtre d'un odieux pillage. 2 hommes, accompagnés de leurs Sherpas, emportent les reliques sacrées. Le maître tibétain, le grand Béa, a vainement tenté de les mettre en garde contre la colère du chaman Shunga Rinpoche, avant d'être mortellement blessé. Allez-y, Madame Roussel, poussez. Poussez. Je ne peux pas. Oh, allez, vous y êtes presque. Encore un effort. Gisèle, allez me chercher une autre bassine. Village de Mornefange, en Moselle, novembre 1934. Il vient, ça y est, il vient ce petit. Vous y êtes, Madame Roussel.
êtes. Encore un malheur. Quoi? Que se passe-t-il? Il est comme les autres. Un nouveau maléfice. Mon bébé. Je veux voir mon bébé. Plus tard, Madame Roussel, vous le verrez. Montrez-moi mon bébé. Comme vous voudrez. Gisèle, écartez le drap pour que Madame Roussel voie son enfant. On a perdu connaissance. Et vite, le flacon de sel dans ma sacoche. Pourquoi Emma a crié comme ça? Le Roussel, retournez m'attendre dans la cuisine. Mais enfin, elle va bien. L'enfant vient juste de naître et un courant d'air peut lui être fatal. Le petit Oriné, c'est un garçon? Oui. Un fils! J'ai un fils! Oh, où est-il? Plus tard, le Roussel, laissez-moi travailler. Allez, vous me cachez quelque chose! Quoi? Mon pauvre monsieur. Poussez-vous là, tout bébé. Tout, poussez-vous là, je veux voir mon gamin. Le Roussel, votre fils est né sans bras. Quoi? Oh, c'est pas possible. C'est pas possible! Non! Calmez-vous, le Roussel. Le Roussel, que faites-vous? Ah, le salaud! Et c'est ce fusil? C'est pas le moment de faire une bêtise! Je vais lui trouver la peau à ce tordu! N'allez pas au château! Le Roussel! Essayez donc de m'en empêcher! Le Roussel, attendez! Revenez ici! Qu'est-ce qui se passe? C'est le Roussel. Il a ensorcelé mon fils! Le maléfice a recommencé? Comme le petiot des Parisot et la gamine des Jacquemart. À mort, le sorcier! Ce château! À Quelques jours plus tard. Je t'avais bien dit qu'il était bidon, ton raccourci. Robert, regarde la carte. Voilà. À droite ou à gauche? Ben, on est où, là? Départemental 813. 813... trouvé. Allez, Bon, bah, c'est pas compliqué. Pour Mornefonds, je vais les prendre à droite. donne-moi ça. On dit s'il te plaît. Mais non, mais à gauche. Regarde, avec la vicinale, on y est tout de suite. Quoi? Ouais, mes poulets, bon Dieu. Pardon, mon ami. Pour Mornefonds, quelle direction? Vous êtes pas du coin, hein? Ouais, c'est tout simple. Faut revenir sur vos pas et prendre la première à gauche. Tu vois, je te l'avais bien dit. Merci. Pas de quoi, mon ami. Mornefonds. Tu parles d'un nom. Ta suinte, la mélancolie et la neige fondue. Tu t'attendais à quoi? Venise? Si au moins on était les premiers sur le coup. Mais ça fait un bon moment que la presse a le nez dessus. La malédiction de Mornefonds, le village maléfique, doivent être heureux les Mornefongeois. Mornefongeais. Mornefongeais. J'aimerais pas être à leur place. En effet, cette série de naissances anormales a de quoi intriguer. Des bébés sans bras, c'est monstrueux. D'après ce qu'écrivent nos confrères, depuis 3 ans, il naît en moyenne 4 bébés anormaux par an. Ça fait froid dans le dos. Il s'agit peut-être d'une dégénérescence naturelle. Il est vrai que dans certains villages très reculés, les mariages consanguins sont monnaie courante. Ça me rappelle un de mes premiers reportages photos pour le journal. Dans un village en Suisse, je sais plus le nom. Et à force de se marier entre eux, les villageois mettaient au monde des bébés tout ridés, comme des vieillards. Rien que d'y penser, j'en ai encore la nausée. Et Dorval? Oui, Robert? Tu crois qu'on va trouver une auberge correcte à Mornefonds? T'inquiète, tu l'auras ta potée, avec du bon chou bien frais. J'espère seulement que le cuisinier n'est pas manchot. Professeur Lanterneau? Paris, musée d'ethnographie du Trocadéro. Professeur Lanterneau? Hein? Quoi, sapristi, j'ai demandé que l'on ne me dérange pas avant 4 heures. C'est un télégramme pour vous, professeur. Comment? Que dites-vous? Je ne vous entends pas. Un télégramme pour vous. Mais ouvrez donc cette porte, Gontran, je ne vous entends pas. C'est arrivé tout à l'heure. Tenez. Oh, sapristi, mais c'est un télégramme, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? C'est que... Allez, du balai, ouste, débarrasser le plancher, j'ai du travail, beaucoup de travail. Bien, professeur.
Ah, voyons ce télégramme. D'abord, mes lorgnons. Où sont passés mes lorgnons? Gontran, mais qu'est-ce que... Ah, et pas tant, je les ai gardés sur mon nez. Voyons ce télégramme. Ça, par exemple. Donation grand nombre d'objets inestimables, stop. Pour musée d'ethnographie, stop. Arrivée gare de l'Est demain 6h30, stop. Signé XYZ. YZ. Gontran, qu'est-ce que ça signifie? Novembre 1934. Au musée d'ethnographie de Paris, le professeur Lanterneau a reçu un télégramme. Des objets d'une valeur inestimable seraient sur le point de lui être confiés par un mystérieux monsieur XYZ. De leur côté, Alex Dorval et Robert de la Revue des Curiosités sont partis rejoindre en Moselle la commune de Mornefange, où plusieurs enfants sont nés sans bras. Enfin, nous y sommes. Pas trop tôt. Plutôt désert, le patelin, hein. Pas étonnant avec ce froid de canard. Je regrette pas mon col roulé. Auberge du joyeux Marcassin. Tiens, pourquoi joyeux? Ça, il a bien du mérite à être content. Qu'est-ce que t'as mis dans cette valise? Ta collection de pièces trouées ou des conserves de cornichons préparées par Martha? Bon, Robert, je te laisse les bagages. Tu as pour mission de nous dégoter 2 chambres avec lavabo. Comment sais-tu que je collectionne les pièces anciennes? C'était ça ou les images de tablettes de chocolat? Pour le séjour, quelle durée? Réserve déjà la semaine. Est-ce que tu as l'intention de traîner ici plus longtemps? Dois-je te rappeler que nous sommes à Mornefange pour boucler le dossier mystère du mois? Allez, on se retrouve au bistrot dans 1 heure. Ah, un rendez-vous comme je les aime. Tâche d'en savoir plus de ton côté. Cuisine l'habitant. Et vas-y mollo sur la Mirabelle. Saint-Georges. Cette neige est plus dure que de la glace. Je suis bien au domicile du docteur Nullepart. Qui le demande? Alex Dorval de la Revue des Curiosités. Ah, monsieur Dorval, c'est donc vous. Je vous attendais. Entrez. Entrez, ne laissez pas cette maudite grille nous séparer. Elle est un peu rouillée. Oui, comme son propriétaire. Docteur Nullepart. Enchanté. Oh, pardonnez-moi, j'ai sali votre imperméable avec ma pelle. Ce n'est rien. Et si vous le permettez, je finis de dégager cette neige et je suis à vous. Nous serons mieux à l'intérieur pour bavarder. De la neige en novembre, plutôt rare, non? Oh, à Mornefange, plus rien ne nous étonne, monsieur Dorval. Un peu de lait avec votre café. Merci. Donc, vous n'avez rien fait pour l'en empêcher? Je ne me suis pas jeté sur lui, si c'est ce que vous voulez dire. Café bouillant. Mais comprenez la situation. Lorsque Roussel a vu que son fils n'avait pas de bras, son sang n'a fait qu'un tour. Il a pris son fusil et a quitté la maison comme un fou. En un rien de temps, il avait ameuté les hommes du village.
Mangin et Parisot ont pris la tête du cortège. La dernière fois qu'on les a vus, ils marchaient vers le château, bien décidés à régler son compte au baron. Le baron, c'est le châtelain. Oui, le baron de Négredeuil. Mais ici, on lui donne un autre nom. Lequel? Le sorcier. Voulez-vous un petit bout de vin? Non, merci. Allez, monsieur Dorval, laissez-vous tenter. Après ce long voyage depuis Paris, vous devez avoir faim. Un petit bout de vin. Si vous insistez. Mais revenons-en à Roussel, Mangin et Parisot. Ils se sont donc rendus au château? Oui, c'est là que les brigadiers les ont retrouvés. Enfin, pas tous. Seulement Roussel et Parisot. Ils étaient dans la cave. Morts? Morts. Et la cave était fermée de l'intérieur. Ça, par exemple. Mais le plus extraordinaire, c'était... Eh bien, leurs cheveux étaient devenus tout blancs. Quant à leur figure, elle reflétait une expression d'horreur et d'effroi indescriptible. Vous voulez dire qu'ils seraient morts de peur? C'est la conclusion que j'ai donnée à la brigade de gendarmerie, après avoir examiné les corps. Mais alors, si les corps de Roussel et Parisot sont les seuls à avoir été retrouvés dans cette cave, le troisième homme, Mangin, où est-il passé? Donne ce café là. On va dire une petite Il est bien quelque part. Le Mangin? Disparu, volatilisé. Ah ouais? On ne l'a jamais retrouvé. Un René. Pas plus que sorcier et son rejeton. Foot. Escamoté, ni vu ni connu. Étrange. Je vous remets ça, monsieur le journaliste? Merci, patron. Ah bah c'est pas Paname qu'on trouve de la Mirabelle comme celle vraiment, hein. Avec son petit goût fumé. Pour sûr. Top là. Ça va vous réchauffer à la vôtre. Mais on ne vous a pas tout dit. Ah non? Non. Il y a les 7 coups de fusil. 7 coups de fusil? Sept. Et tu te rends compte, Alex? 7 coups de fusil. Oui, 7 coups de fusil et aucune balle dans les 2 cadavres retrouvés dans la cave. Pourtant, le sol était maculé de sang. Tu sais déjà tout, toi? Le docteur nulle part m'a mis au parfum. Puis 7 coups de fusil, ça implique au moins 2 carabines. T'avais pas pensé à ça, hein, René? Je suis pas journaliste, moi, hein. Pas comme lui. Eh ben, j'irais volontiers faire un tour au château pour étudier cette histoire de plus près. Paris, gare de l'Est. Professeur Lanterneau! Ah, mon brave. Alors, nos précieux colis sont-ils arrivés à bon port? Tout est bien arrivé comme prévu ce matin par l'express de 8h17. Cependant, on a un petit problème avec la caisse numéro 13. Comment ça, un problème? Ah, ne me dites pas qu'un porteur superstitieux aura laissé tomber ce colis. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais suivez-moi plutôt jusqu'au hangar où sont entreposées les caisses. Vous verrez ça vous-même, enfin. Quand je dis voir, je devrais plutôt dire sentir. Bonjour, messieurs. Professeur Lanterneau du musée d'ethnographie. Maurice Plomb du service hygiène et sécurité des chemins de fer. Il était temps que vous arriviez, professeur. Nous allons devoir procéder à l'ouverture de cette caisse. Sapristi, mais il n'en est pas question. Toutes les caisses doivent être ouvertes au musée, en présence d'un huissier, conformément aux instructions du donateur. C'est que celle-ci, la numéro 13, a quelque chose de suspect. Nous nous trouvons dans l'obligation d'y jeter un coup d'œil. Eh bien, jetez, mon ami, jetez. Mais je ne vois pas ce qu'elle a de bizarre. Mon Dieu, cette odeur. Ah, vous aussi, vous avez remarqué. Bon, vous autres, ouvrez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Une momie. Docteur épouvantable! Permettez. Cette momie se trouve dans un état de conservation remarquable. Non, ce qui sent aussi mauvais, c'est ceci. Des rats crevés. Ils sont au moins une dizaine. Ils se seront laissés surprendre au moment de la fermeture de la caisse. C'est tout de même curieux. Quoi donc? On a déjà vu des rats percer des murs de briques. Or, ceux-ci n'ont pas pu venir à bout de ces malheureuses planches de bois. Sapristi. Voilà qui est étrange, en effet. Faites. Allez.
Le journaliste Alex Dorval de la Revue des Curiosités enquête au sujet du village de Mornefange où des naissances d'enfants difformes se répètent de façon anormale. Le baron de Nègredeuil, surnommé le sorcier par les villageois, est soupçonné d'être à l'origine de tous ces malheurs. Mais le baron reste introuvable. Le Vésinet, un petit pavillon. Mademoiselle Garance, quelle bonne surprise. Vous voici donc de retour. Bonsoir, mon bon Oscar. Monsieur Zarouf est-il là? Mais oui, il est au salon. Il va être ravi de vous voir. Attendez, permettez-moi de vous débarrasser. Vous êtes trempé. Monsieur Xavier, Mademoiselle Grémillon vient d'arriver. Garance? Quel plaisir de vous revoir. Voyons, Xavier. Tu me vous vois à présent? Ah, l'émotion, sans doute. Quel plaisir donc de te revoir. Mais dis-moi, tu n'aurais pas changé quelque chose à ta coiffure ou... Ah non. Ma nouvelle brillantine, peut-être? Mais toi-même, tu es superbe, ce teint hâlé. Je reviens du Pérou, tu sais bien. Ah oui, cette expédition à... où était-ce déjà? Dans le Cachapamac, voyons. Avec la mission Sanders-Berthommieux. C'est ça. Mais toi, au fait, prêt pour le grand départ? Eh bien, c'est-à-dire que nous avons un contretemps. Comment? Voilà des mois que tu prépares cette expédition au Tibet et tu diffères ton départ. Tu sais que la meilleure période se situe entre novembre et avril. Oui, je sais bien, mais depuis quelques jours, il y a un regain de tension dans la région. On signale des mouvements de troupes chinoises à la frontière. Oh, mon pauvre Xavier. Oh, je prends mon mal en patience. Comme dit le poète Chandra Padog, la neige passe, le sage demeure. Mais nous parlons et je ne t'ai rien servi à boire. Que prends-tu? Comme d'habitude. Avec ou sans sucre? Dans mon double scotch. Mais enfin, Xavier, tu reviens de la Papouasie profonde ou quoi? Un double scotch, bien sûr. Où avais-je la tête? C'est cette sieste prolongée. Avec ce temps, tu comprends, je me suis assoupli après le déjeuner. Quand je me suis réveillé, il était déjà 4 heures. Alors voilà, il suffit que je m'absente 3 mois pour que tu prennes de mauvaises habitudes. La brillantine, la sieste et même ça. Du tilleux. Non mais depuis quand écoutes-tu du tilleux? Toi qui ne jouerais que par le jazz. Ah mais si, c'est très bien. J'ai découvert du tilleux. Au début, tu sais, on trouve ça filandreux, mais très vite on se laisse charmer, je t'assure. Eh bien, va pour du tilleux. Tiens. Allez, à la tienne. Et à ton départ, que j'espère prochain, pour le Tibet. Tiens, je t'ai apporté le dernier numéro de la Revue des Curiosités. Je pensais que ça t'intéresserait. Il y a un article de ton vieux copain de collège. Tu sais, Alex Dorval. Ah, oui, Alex. Nous nous sommes un peu perdus de vue. Là, voici l'article. Alors, la malédiction de Mornefange, mythe ou réalité, de notre envoyé spécial Alex Dorval. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Un village où naissent des enfants monstrueuses. Les habitants ont fini par s'en prendre aux propriétaires du château qu'ils rendent responsables de tous leurs maux. Sans doute un conflit de classe, exacerbé par un phénomène scientifiquement explicable. Tu verras qu'on finira par découvrir une source radioactive ou quelque chose dans ce genre qui expliquera tous ces phénomènes. Mais moi, j'aime les malédictions. Vous autres scientifiques, vous prétendez tout mettre à plat entre 2 lamelles de microscope. Alors ça, c'est la meilleure. Depuis quand le professeur Zarouf s'exclut-il de la communauté scientifique? Je ne m'en exclus pas, mais décidément, c'est le jour des visites. Monsieur Xavier Yves, il y a là un monsieur de Nègredeuil qui... Professeur Zarouf, pardonnez mon intrusion, mais il fallait absolument que je vous voie, pour une affaire de la plus haute importance. Oui, eh bien, maintenant que vous êtes là, je vous écoute, mais... Enfin, asseyez-vous, je vous en prie. Oscar, débarrassez ce monsieur de son par-dessus, s'il vous plaît. Non, Mais si monsieur me permet d'insister, mais monsieur, le manteau de monsieur est tout trempé, dégoulé sur le tapis, mais je vais le faire sécher, monsieur. Mon Dieu, votre chemise, elle est couverte de sang.
En Moselle, à quelques kilomètres du village de Mornefange. Vous voyez, monsieur Dorval, d'ici nous apercevons nettement le promontoire rocheux sur lequel fut bâtie la partie la plus ancienne du château. Dites-moi, docteur Nullpart, de quand date-t-il exactement ce château? Eh bien, la partie centrale, celle qui domine l'étang, fut reconstruite en 1473 par Nicéphore de Moloch, sur une ancienne forteresse du XIe siècle. À peine un siècle plus tard, la population locale incendia le château, et sa réputation à l'époque était déjà si épouvantable qu'en 1598, Henri IV en ordonna le démantèlement. Pendant des années, il ne subsista que 2 tours massives et un chicot de remparts couverts de mousse et creusés de nids de freux. Faut dire qu'aujourd'hui encore, c'est pas gai-gai. Pas le genre château de la Belle au Bois dormant, quoi. En effet, monsieur Robert, il fallut attendre 1708 pour qu'un lointain descendant des ducs de Moloch, Sigismond, revienne sur les terres de ses ancêtres et décide de restaurer le château. En 1854, les nouveaux propriétaires ajoutèrent l'aile ouest que vous apercevez à gauche, de style néo-gothique. Elle détonne un peu avec l'ensemble, mais son côté romantique sied bien au paysage. Surtout aujourd'hui. Si j'ai bien compris, la mauvaise réputation de l'endroit n'est pas nouvelle. Oh, certes pas. L'ancienne forteresse du XIe siècle s'élevait déjà à l'emplacement d'un ancien temple druidique. On raconte que des rites innommables y étaient célébrés. Et l'occupation romaine, loin d'y mettre fin, y mêla son propre culte de Golgothe. Je croyais que ce culte sinistre avait été interdit aux citoyens romains. Sans doute. Et la 7e légion d'Auguste, installée dans la région, continua impunément à y adorer la déesse maudite, comme l'attestent certaines inscriptions encore visibles dans les caves. J'avais raison, c'est pas la Belle au Bois dormant, mais Barbe Bleue. Vous ne croyez pas si bien dire. Au XVIe siècle, on ne comptait plus les disparitions d'enfants dans la région. Et l'arrière-petit-fils de Nicéphore de Moloch était même surnommé l'ogre de Mornefange. Pittoresque. Il circulait aux veillées des histoires particulièrement macabres. Il faut certes faire la part des superstitions locales, mais de toute évidence, une terreur indicible tenait les habitants de Mornefange à l'écart du château. Mais cette période de malédiction et d'horreur atteint bientôt son point culminant et trouva son dénouement tragique dans l'incendie du château par les villageois. Moi qui cherchais un endroit sympa pour mes prochaines vacances avec Frida. Mais tout cela ne relève-t-il pas d'un folklore local des plus éculés? À la lumière des tragiques événements de ces derniers jours, permettez-moi d'en douter. Le lendemain, au jardin des plantes. Dis, maman, hein, que c'est gentil, les ours? C'est gentil, mais il faut pas se pencher. Dis, maman, il fait quoi, le monsieur? Il ôte son manteau, sans doute parce qu'il a chaud d'avoir tant couru. Pourquoi il a le droit d'aller dans la fosse des ours, lui? Voyons, Gustave, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas, moi, c'est sûrement un employé du zoo. Mais... Ah, regardez tout ça! Mais que fait-il? Non, il est fou! Le journaliste Alex Dorval de la Revue des Curiosités et le photographe Robert Robert mènent l'enquête au sujet du village de Mornefange où naissent des enfants monstrueux. Le baron de Nègredeuil, surnommé le sorcier par les villageois et soupçonné d'être à l'origine de tous ces malheurs, demeure introuvable.
Quant à son château, il s'élève à l'emplacement d'un ancien temple druidique où des rites innommables étaient célébrés. Le lendemain, dans les environs de Mornefange. Mon petit Dorval, tu veux que je te dise, je commence à regretter la Bretagne. Mon petit Robert, je te l'accorde. Mornefange ne vaut pas Carvarac. Au moins là-bas, le vent marin nettoyait tout. Ici, un couvercle de plomb semble visser sur le paysage. Quand le ciel bas et lourd. Et pour tout arranger, voilà le brouillard. Ça va encore être une bonne excuse pour nous égarer en pleine cambrousse. Tout a été raccourci. Du tout, monsieur Dorval. Tu vois cette grange là-bas? Juste derrière, on rejoint la départementale qui conduit à Mornefange. Rien ne ressemble plus à une grange qu'une autre grange, mais enfin si tu le dis. Évidemment, si la nuit se met à tomber en même temps que le brouillard, ça va pas aider. Bon sang, on n'y voit guère. Attention, on arrive à l'embranchement. Ralentis. Et maintenant à gauche ou à droite? À gauche. À droite. Mais qu'est-ce que... Attention, un tracteur. Mais il nous fonce dessus. Recule, bon Dieu, recule. Trop tard. Rien de cassé? Non, rien. Mais t'as vu? Ce sauvage a complètement écrabouillé l'avant de la bagnole. Une Citroën du journal. Et ce salopard s'est même pas arrêté. Dis donc, Robert. Tu ne lui as rien trouvé de bizarre à ce tracteur? Il nous a sciemment foncé dessus, oui. Voilà ce qu'il y avait de bizarre. Je veux dire, tu n'as donc pas remarqué qu'il n'y avait pas de conducteur? Un tracteur roulant à toute allure sans personne au volant. Tiens, tu feras croire ça à l'assureur de notre cher administrateur, monsieur Liopo, au retour. En attendant, il ne nous reste plus qu'à trouver une habitation d'où nous pourrons téléphoner. En pleine forêt, tu rêves. On est bon pour se taper 5 bornes à pied, oui. Tiens, j'aperçois une pancarte là-bas. À l'entrée de cette allée. Domaine des eaux vertes, sanatorium du docteur. Le nom est illisible. Eh ben, vu l'état de la pancarte, il doit pas être tout neuf, l'établissement du docteur illisible. Peut-être même qu'il est tout à fait abandonné. Allez, en route. Nous verrons bien. Qu'est-ce que c'était que ça? J'en sais rien. Je pourrais même pas dire si c'était un homme ou un animal. En tout cas, ça m'a glacé les sangs. Bon, continuons. On ne devrait pas tarder à arriver au sanatorium. Tiens, là-bas, j'aperçois une lumière entre les arbres. On se croirait dans le petit poussé quand ils arrivent à la maison de l'ogre. L'endroit a l'air vétuste, mais au moins il n'est pas abandonné. Par contre, l'entretien du parc laisse à désirer. Regarde-moi cette jungle. Un jardinier n'y retrouverait pas son sécateur. Bonsoir, messieurs. Vous désirez? Dieu, la belle rousse. Robert,
Bonsoir, mademoiselle. Carmilla. Mademoiselle Carmilla, mon ami et moi venons d'avoir un accident. Notre automobile est hors d'usage et nous voudrions téléphoner pour... Hélas, nous avons bien le téléphone, mais il est en dérangement. Ah, voilà qui est fâcheux. Nous allons donc devoir continuer la route à pied jusqu'à Mornefange. À pied? Vous n'y pensez pas. Nous sommes bien à 7 kilomètres du village et il fait nuit noire, sans parler du brouillard. Mais vous pouvez passer la nuit ici si vous voulez. Pourquoi pas? Cette idée me paraît excellente. N'est-ce pas? Je vais prévenir le docteur Barbezieux. En cette saison, nous avons très peu de pensionnaires. La plupart des chambres sont libres. Nous vous trouverons bien de pyjama. Oh non. Tu as vu la blouse? Je veux dire, sous la blouse. Robert, tu te fais du mal. Robert. Hein? Quoi? Alex? T'es pas fou? Je dormais comme un bébé. Viens voir, il se passe des choses bizarres. Mais c'est toi qui es bizarre. T'as vu l'heure qu'il est? Viens, je te dis. Oh, qu'est-ce qui se passe? Écoute. Ça vient du fond du couloir. Allons voir. Tu crois? Regarde. Une faible lumière éclaire la chambre du fond. Chut. Bon Dieu. Cette vieille allongée, les mains jointes sur la poitrine, avec des cierges allumés aux quatre coins du lit et tous les pensionnaires assemblés autour d'elle. Apparemment, c'est une veillée funèbre. Non. Elle n'est pas morte. Le son bizarre s'échappe de ses lèvres. Oh, regarde. La voilà qui se met à cracher de la fumée. Ce n'est pas de la fumée, mais un ectoplasme. Je crois comprendre. Il ne s'agit pas d'une veillée funèbre, mais d'une séance de spiritisme. Bon sang! La fumée enfle et devient iridescente comme une bulle de lumière. On y distingue une image. Elle est de plus en plus nette. La tour Eiffel. Et Paris tout en bas. Dis donc, c'est tellement réaliste que j'en ai le vertige. Regarde. On aperçoit maintenant un homme qui court le long de la passerelle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le voilà qui enjambe le parapet. Oh! Ce par-dessus jaune moutarde, ce visage, je connais cet homme. Quelle horreur! Il a sauté. L'image a disparu. Vite, retirons-nous. La séance est terminée. Mais ce visage... Je connais ce visage, on aurait dit... Le journaliste Alex Dorval est sur une bien étrange affaire. Des enfants nés sans bras et des disparitions inexpliquées font du village de Mornefange en Moselle un puits de mystère. Mais une autre énigme l'attend déjà à Paris. Alex! Alex! Elsa! Paris, gare de l'Est. J'ai bien cru que j'arriverais jamais à temps pour me jeter dans tes bras. Elsa, quelle surprise! Comment savais-tu que Je suis ta fiancée, Alex, depuis 3 semaines. Et je suis censée tout connaître de ton emploi du temps. Ah bon? Qu'est-ce qui t'étonne? Que nous soyons fiancés? Non. C'est un nouveau chapeau? Qu'allez, embrasse-moi au lieu de dire des bêtises. Elsa... Vous avez fait bon voyage, monsieur Dorval? Et toi?
Depuis quand es-tu à Paris? Ce matin, enfin je veux dire depuis exactement 2h33. Les Carvarec me manquent déjà. J'ai laissé mes bagages dans la loge de ta concierge en attendant ton arrivée. Une femme charmante, Madame Berbille. Et elle m'a promis une part de tarte aux pommes pour ce soir. Tu es toujours aussi incroyable. Comme ça? Oui. Non, plus haut. Plus haut. Oh oui, plus bas. Plus bas. Plus haut ou plus bas? Là. Ça va mieux? Oh. Pourquoi les trains sont-ils aussi inconfortables? C'est de ta faute, princesse. Carvarec Paris méritait au moins une étape. Je voulais être la première à t'annoncer la nouvelle. Quelle nouvelle? Martha a retrouvé sa recette de phare breton au raisin confit? Nenni. Tu comptes prendre ta revanche aux échecs contre Robert? Non, tu n'y es pas du tout. C'est Gontran. Gontran? Qui c'est ça, Gontran? Faudrait-tu me passer mon étui à cigarette? Il est dans mon sac. Elsa, tu fumes à présent? Oui. Et alors? Aurais-tu du feu? Non. Alex. Tu trouveras un briquet sur le guéridon. Tu es un ange. Gontran travaille au musée d'ethnographie et nous avons suivi les mêmes études. C'est un grand admirateur de Henri Labouré, lequel a un faible pour les masques africains en bois sculpté. Passionnant. Gontran sait combien je suis curieuse de l'art tibétain et c'est justement pour cette raison qu'il m'a appelée jeudi soir. Et en plus, il a ton numéro. X, Y, Z. Quoi, X, Y, Z? Ce sont les initiales du brillant ethnologue qui vient de léguer au musée une collection exceptionnelle de reliques tibétaines et autres objets sacrés. Gontran s'est empressé de me le confier. X, Y, Z. Mais oui, Xavier Yves Zarouf. Ton vieil ami. Le monde est petit, hein? Pourquoi ne me l'avoir pas dit plus tôt? Prends ton manteau. J'ai hâte de voir ces objets. Si tu lisais le journal, Alex, tu verrais en page 8 que l'exposition est annoncée pour la fin du mois, pas avant. Quoi? Tu es si gentil. Je pourrais faire jouer mes relations et demander à ce cher Gontran l'autorisation de jeter un coup d'œil sur ces objets en catimini. Je vous reconnais bien là, mademoiselle Corrigan. Au nez et à la barbe de ce bon professeur Lanterneau, conservateur du musée. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Conservateur? Avant. Professeur Lanterneau? Bon sang, Lanterneau. Je savais bien que je connaissais ce visage. Mais de quoi parles-tu, là? Il faut que je le prévienne tout de suite. Allô? Mademoiselle? Je voudrais le musée d'ethnographie, s'il vous plaît. C'est urgent. Alex, j'aimerais comprendre. Lanterneau court un grand danger. Et comment le sais-tu? C'est difficile à expliquer. Il se trouve que hier soir, Robert et moi avons assisté par hasard à une séance de spiritisme au cours de laquelle... Allô? Professeur Lanterneau? Ah bon? Quand ça? Bien. Je vous remercie. Alors? Il vient de quitter le musée. Nous avons peut-être encore une chance. Viens. Mais où allons-nous, Alex? Visiter la Tour Eiffel. Chauffeur, ne peut-on aller plus vite? C'est bien la Tour Eiffel que vous allez? Oui. Oh, et tout ce brouillard. Vous verrez tout juste le bout de vos chaussures une fois là-haut. C'est pas une raison pour rouler si doucement. Ah, ben comme vous voudrez, hein. Et ça, tu le vois? Mais non! Bon sang, Lanterneau, où êtes-vous? Mais cette vision que tu as eue au sanatorium, tu sais, cette séance de spiritisme, est-ce que tu es sûr qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination causée par une grande fatigue ou je sais pas, du surmenage? Elsa, hier, j'ignorais que tu serais sur le quai pour m'annoncer une formidable exposition tibétaine au musée d'ethnographie. Comment aurais-je eu l'idée de projeter le professeur Lanterneau dans l'un de mes rêves alors que je n'ai pas entendu parler de lui depuis des années? Et puis, s'il y a eu hallucination, elle était collective. Parce que Robert a vu la même chose que moi. Mais à propos, comment va-t-il? Il est ici. Ouh. Mais je ne vois pas. Mais pas Robert, Lanterneau.
La redingote, jaune moutarde là-bas. Il se dirige vers le pilier gauche. Il va prendre l'ascenseur. Vite! Viens vite! Désolé, messieurs, dames, l'ascenseur est complet. Nous ne pourrons pas attendre le suivant. Elsa, les escaliers. Oh non, pas les escaliers. Allez! Encore un effort et nous serons arrivés au 2e étage. Mais j'en peux plus, moi. Dis à propos, ta vision, c'était quoi exactement? Lanterneau se jette du haut de la tour Eiffel et s'écrase. Du haut? C'est-à-dire de tout en haut? Je me souviens pas très bien. Eh bien, moi, j'irai pas plus loin à pied. Le 2e étage, ça suffit. Elsa, attends-moi. Troisième étage. Enfin, pourvu que nous n'arrivions pas trop tard. Mais tout cela est absurde. Mais que sommes-nous censés dire au professeur lorsque nous le verrons? Si vous aviez l'intention de vous suicider, sachez que c'est très vilain, enfin... Aide-moi plutôt à le chercher. Que se passe-t-il? En bas! Oh, un homme s'est écrasé! Ah, poussez-vous, je suis journaliste. Là, tout en bas, ce poids jaune! On dirait bien la redingote moutarde de Lanterneau. Je l'ai vu tomber de là-haut! Il était au 4e étage. Oh, nous sommes arrivés trop tard. Lex, c'est horrible! Le directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro s'est jeté du haut de la tour Eiffel sous le regard impuissant d'Alex Dorval. Depuis la veille, le journaliste pressentait le suicide de Lanterneau. En effet, non loin du village de Mornefange, dans un sanatorium, il avait assisté à une étrange séance de spiritisme au cours de laquelle, dans un ectoplasme produit par un médium, les images du suicide de Lanterneau s'étaient matérialisées. Paris, église Saint-Philippe du Roule. Ça va pas, Alex? Je pensais pas que la mort du professeur Lanterneau t'affecterait à ce point. J'ignorais que vous étiez si proche. C'est pas ça, c'est ce maudit rhume. J'ai dû attraper ça l'autre nuit dans la forêt de Mornefange. Ah oui, la nuit de la panne. C'était pas une panne, mais un accident. Plutôt un attentat, je l'avais déjà dit. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés, Robert et moi, au sanatorium des Eaux Vertes. Recommandé par le guide Michelin. Médium et belle infirmière en blouse blanche. Comment s'appelait-elle déjà? Ah oui, Carmilla. Voyons, Elsa. Carmilla, c'est cela, hein. Écoute, Elsa, qu'est-ce que tu vas imaginer? Moi, j'imagine rien. Par contre, toi et Robert, cette séance de cinématographie spirit, vous auriez assisté en avant-première au suicide du professeur Lanterneau. Quelle imagination fertile. Ma chérie, je te jure. Tiens, c'est pas ton ami le Zarouf, là, celui de la donation du musée d'ethnologie? Je l'aperçois là-bas près du 3e pilier. Impossible, tout le gratin scientifique et littéraire assiste aux obsèques de Lanterneau. Regarde. Il tourne la tête dans notre direction. Oui, c'est bien Xavier Yves. Curieux. Il n'a pas répondu à ton salut. Peut-être il t'a pas reconnu. Ça m'étonnerait, nous avons fait nos études ensemble. Dis tout de suite que j'ai vieilli. Ethnologue de renom, chercheur infatigable, Alcide Lanterneau avait consacré sa vie entière à l'amour des hommes, de tous les hommes, de l'obscur parcours de Nouvelle-Guinée au plus primitif indigène de Patagonie, sans distinction de race ou de frontières. Traduisant en actes les paroles de l'Évangile, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais alors, pourquoi le Très-Haut a-t-il soudain décidé d'arracher si prématurément son fidèle serviteur à l'affection des siens et à l'estime de ses pairs? Oui, pourquoi?
pourquoi a-t-il fallu que ce tragique accident nous prive de toi, Alcide Landerneau? Tu parles d'un accident, il s'est jeté du 3e étage de la Tour Eiffel. Chut, Alex. La réponse est simple. Nul destin. Tiens, regarde. Revoici ton vieux copain de lycée. Xavier Yves? Ouais. Xavier Yves! Oh! Ça alors? Il s'est éclipsé dans la foule? Oui, c'est étrange. On dirait qu'il t'a délibérément évité. Bureau de la Revue des Curiosités. Ethnologue de renom, chercheur infatigable. Alcide Landerneau avait consacré sa vie entière à l'amour des hommes. De tous les hommes. De l'obscur papou de Nouvelle-Guinée au plus... Dorval. Salut la brousse. Tiens, j'ai sélectionné quelques photos pour ton article sur Landerneau. Tu choisiras. Fais voir. Ah non, s'il te plaît, pas celle du cadavre éparpillé au pied de la Tour Eiffel. On n'est pas à la rédaction. Pas de nom, pas de nom. Celle-ci, tiens, où on voit Landerneau en compagnie de Picasso et de Michel Léris, tiens, au vernissage de l'expo d'Art Nègre à la Galerie du Plomb. Va pour l'Art Nègre. Bon, où en étais-je? Au plus primitif indigène de Patagonie, sans distinction de race ou de frontières. Oui, Alcide Landerneau nous a quittés, mais il nous laisse un magnifique cadeau posthume. Car c'est maintenant officiel. La mystérieuse donation d'objets d'art et de reliques du Tibet fera très bientôt l'objet d'une exposition au musée d'ethnographie. Au musée d'ethnographie comparée du Trocadéro. Allô, oui? Ici la Revue des Curiosités, Alex Dorval à l'appareil. Ici le commissaire Caliston de la PG. Dites-moi, Dorval, j'ai lu votre article là sur l'affaire de Mornefange. Excellent. Parfait travail d'équilibriste entre rigueur scientifique et superstition régionale. Trop aimable. Mais j'imagine que ce n'est pas pour ça que vous téléphonez. Ah, peut-être bien que si. J'ai justement quelque chose qui devrait vous intéresser. Retrouvons-nous, disons, dans 1 heure à la Salpêtrière? Bon, entendu. Où ça, précisément? À la morgue. Et vous êtes sûr qu'il s'agit bien du baron de Nègredeuil? Ah, absolument. Oh, ce n'est pas que je sois physionomiste, mais les témoins l'ont vu ôter son par-dessus, juste avant de se jeter dans la fosse aux ours. Et on a retrouvé son portefeuille avec ses papiers. J'espère que vous ne m'avez pas fait venir ici pour identifier le cadavre. Je n'avais jamais rencontré le baron. Oh non. D'ailleurs, sa propre mère ne le reconnaîtrait pas. Dans ce cas, je ne vois pas ce que... Vous vous intéressez aux choses bizarres, n'est-ce pas, monsieur Dorval? Aux choses bizarres en général, et aux maléfices de Mornefange en particulier. Certes. Alors, regardez ceci. Mais attention, ce n'est pas pour voir. Mon Dieu, quelle horreur. Je vous avais prévenu. Sortons, c'est irrespirable. Comment est-ce possible? Nègredeuil est mort il y a quelques jours à peine. Les ours n'en ont pas laissé grand-chose, mais ça... Eh oui, mais cela n'explique pas l'état de décomposition avancée de ce qui reste du cadavre. La ventilation de la morgue est peut-être défectueuse? Non. Le système de réfrigération de la morgue fonctionne parfaitement. Vous voyez, Dorval, je vous avais promis du bizarre, mais il y a plus étrange encore. Quoi donc? C'est qu'un autre cadavre récent se trouvait également dans le même état. Et de qui s'agit-il? De Landerneau lui-même. Landerneau? Mais il s'est suicidé voici 2 jours à peine, quasiment sous mes yeux. Ah ben décidément, on vous trouve partout. Eh bien, ne vous êtes-vous pas demandé pourquoi la famille avait ainsi précipité la date des obsèques, alors qu'ils avaient déjà fort à faire pour qu'on oublie qu'il s'agissait d'un suicide? Vous voulez dire... Oui.
On s'est hâté d'inhumer le professeur Lanterneau parce que, quelques heures seulement après sa mort, le cadavre se trouvait déjà dans un état de décomposition avancée. Alors que l'on vient tout juste d'enterrer le directeur du musée d'ethnographie de Paris, lequel se serait mystérieusement suicidé en sautant de la tour Eiffel, le journaliste Alex Dorval poursuit son enquête au sujet du sorcier de Mornefange, le baron de Negredeuil. Il découvre bientôt que ce dernier a également trouvé la mort dans des circonstances violentes. Mais quel lien peut-il exister entre un directeur de musée et un baron mosellan ? Paris, musée d'ethnographie. Eh bien, messieurs, est-ce ainsi que l'on prend soin des nouveaux trésors de notre musée? Désolé, patron, mon gant s'est accroché dans un clou, alors la caisse m'a échappé. Écoutez, nous avons déjà eu 2 accidents en 24 heures. Il est hors de question que nous dépassions ce quota. Bien, patron. Vous faites une drôle de tête. Ce sont les caisses, patron, elles sont pas bon. Rentrons! Rentrons! Professeur Zarouf! Ouh, par ici! Ah! Bonjour, Gontran. Notre généreux donateur, vous venez sans doute superviser la bonne installation de vos précieux objets. Oui. Où l'avez-vous mise? Je vous demande pardon? Je ne la vois pas. Où avez-vous mis la momie? Ah, l'authentique momie de Chungar Rinpoché. Rassurez-vous, professeur, nous sommes aux petits soins avec elle. Nous lui réservons la salle numéro 7, avec les reliquaires et les chapelets. Je veux la voir. Mais bien volontiers. Suivez-moi, je vous prie. Dites-moi, avez-vous pensé au cordon de sécurité pour éviter que la foule ne vienne trop près de la vitrine? Oui, malheureusement, j'ai un petit problème d'effectif. Cette exposition sur le Tibet me cause bien des soucis. Après le décès de notre regretté directeur, voilà que je perds mes manutentionnaires. 2 sont cloués au lit avec une fièvre de cheval et un 3e est tombé d'une échelle en raccrochant le bouclier en peau de Bovidé Gnouni. Oui, vous m'envoyez désolé. Et pour couronner le tout, une épidémie de gastro-entérite se répand parmi les membres du personnel. Eh, patron, où on la met, celle-là, la numéro 9? Caisse numéro 9, caisse numéro 9. Un instant, je vous prie. Ah, ce sont les masques de cérémonie. Salle numéro 3, avec les instruments de musique. Vous voulez parler des grosses trompettes? C'est cela, oui. Les trompes d'Unchen. N'est-ce pas? J'ai dû recruter du personnel non spécialisé. Je comprends. Nous y sommes, professeur. La salle numéro 7. Ah. Mais ça va pas du tout. Qu'y a-t-il? Mais la momie est placée trop près de la fenêtre. Nous ne pouvons risquer une altération de sa structure. Juste ciel, où avais-je la tête? Mais bien sûr, les ultraviolets. Je vais donner des instructions pour que cette vitrine soit déplacée. Immédiatement. Oui, j'y vais. Et ces rideaux doivent être tirés. Et la fenêtre demeurer close. Eh bien, monsieur, au travail. Bah, on fait quoi? La vitrine, déplacez-la. La vitrine avec le cadavre? Allons, il ne s'agit pas d'un cadavre, mais d'une momie. Ouais, cadavre ou momie, moi je touche pas à ça. Mais moi, il tout. Qu'est-ce qui vous prend? Ceux qui ont transporté le Maccabée ici la veille, ils sont tombés malades. C'est la momie, elle a le mauvais œil. Mais ne soyez pas stupide. Il s'agit d'une épidémie de gastro-entérite. Il n'y a rien d'anormal à tout cela. Moi-même, j'ai actuellement un petit traitement. Bon, allez, assez discuté, au travail. Si vous insistez... À la bonne heure. Bon, tu y es? À 3, on soulève. À la 1. À la 2. À la 3. Eh bien... Impossible. On peut pas soulever la vitrine. Comme chantez-vous là? Vos collègues l'ont déplacée hier sans aucune difficulté? Peut-être. Mais aujourd'hui, elle pèse des tonnes. Ouais, elle est, comme qui dirait, clouée au coffrage de bois. C'est incompréhensible. Essayez encore.
Domicile du journaliste Alex Dorval. 11h. Il est temps d'aller nous coucher. Oh non, encore une partie. J'ai assez perdu aux échecs pour ce soir, Elsa. Tu pourrais au moins essayer de prendre ma tour. Je préfère prendre une tisane. Rabat-joie. Elsa, on m'attend au journal demain matin. Comme le dit si bien le philosophe chinois Tomé Jean-Ry quand le loup a faim, prétend que ton mouton a la varicelle. Verveine monte ou verveine? À propos de Tours, je n'ai cessé de songer au suicide de ce pauvre monsieur Lanterneau. Se jeter du 3e étage de la Tour Eiffel, quelle fin tragique! Pourquoi ce besoin de monter si haut? Le 2e étage aurait suffi. Verveine, s'il te plaît. Le plus étrange est l'état de décomposition avancée de son cadavre, seulement 48 heures après son décès. Comme le corps de Nègredeuil, ton baron de Mornefange. Suicidé, lui aussi. Sucre? Déchiqueté par les ours. Tu n'aurais pas du miel, plutôt? Martha sucre toujours mes tisanes avec du miel. Nous avons donc 2 suicidés, 2 cadavres putréfiés et aucun point commun entre leurs propriétaires. Lanterneau ne connaissait pas Nègredeuil et Nègredeuil n'avait jamais mis les pieds au musée d'ethnographie. Là, tu oublies le domaine des eaux vertes. Le sanatorium près de Mornefange? Quel rapport avec le professeur Lanterneau? La séance de spiritisme. L'image qui t'est apparue dans un brouillard de plasma. Bonté divine. Mais tu as raison. J'ai vu Lanterneau se jeter de la Tour Eiffel lorsque j'étais au sanatorium avec Robert. Et voilà. Voilà quoi? Le point commun entre Nègredeuil et Lanterneau. Le point commun? Quel point commun? Mornefange. Le village de Mornefange? Tiens, je n'y avais pas songé. Grelot, t'en as pas marre de siffler? Ah non. Grelot, ça fait combien de temps qu'on fait la ronde ensemble? 14, 15 ans? 13. 13 ans. 13 années à traîner nos savates. Tous les deux, dans ce musée, lampe de poche contre lampe de poche. 13 années que je dois supporter ça. Subséquemment, le gros, c'est pas pour pinailler, mais ça fait 13 années, 2 mois et 6 jours, pour être exact. Mais je sais pas, moi, tu pourrais pas siffler autre chose? Le petit vin blanc, le temps des cerises. Oh, c'est pas marqué Balmusette ici, hein? Ça venait de là-bas. La salsette? Là où ils ont mis la momie. Bon. Tu vas jeter un coup d'œil. Je suis pas très chaud, non? Bah quoi, c'est juste une momie? Cette histoire de vitrine qu'on n'arrive plus à déplacer et qu'on retrouve 1 heure plus tard à l'autre bout de la pièce, ça ne me plaît pas du tout. Qu'est-ce qui t'a raconté ça? Mais 2 types qui sont venus donner un coup de main pour le transport des caisses. Il se passe quelque chose de pas très catholique par là. Et si on allait tous les deux? J'allais te le proposer. C'est ça. On y est presque. Chut, attendez. Ah, qui va là? Montrez-vous! Moi, ce que je vois, ce monstre, avec des yeux, et des partout sur le corps. Oh, une chose! C'était une chose! C'est pas pour crier, mais c'était un fantôme! Alex Dorval et Elsa ont réussi à trouver un point commun entre le suicide du directeur du musée d'ethnographie et celui du baron de Nègredeuil, retrouvé déchiqueté dans la fosse aux ours du jardin des plantes.
Le point commun semble être le village de Mornefange, où des enfants naissent sans bras, et plus précisément un sanatorium situé non loin de là. Salut la compagnie! Tiens, là le Marcel. Encore plus rouge que d'habitude. Dis donc, ça perloque de nom de Dieu. Patron, qui resserre aussi sec tous ces messieurs, c'est ma tournée. Oh, le Marcel, t'as l'air bien excité. T'as gagné à la loterie ou quoi? Ah, c'est que vous avez pas lu le journal. Allez, pour moi, ça sera un calvaire, il est aussi sec. Ah. Et René, on lui remet un picon-bière? Un picon-bière, allez. Et le journaliste, il reprendra bien quelque chose? C'est la tournée de Marcel. Je me laisserais bien retenter par la petite Mirabelle de l'autre jour, hein, celle du Raymond. Tiens, le journaliste. Je suis sûr qu'il est même pas au courant, hein? Alors, les journaux, vous les écrivez ou vous les lisez? Les deux, mon colonel. Dis donc, le Marcel, tu nous la ponds, ton information sensationnelle ou quoi? Eh ben, tenez-vous bien. On a retrouvé le sorcier. Hein? Pas possible. Le baron de Négredeuil? Où ça? Bah tiens, tout est marqué là. On y parle même de chez nous, de Mornefange. Tiens, fais voir. Suicide horrifique au jardin des plantes. Un désespéré se jette dans la fosse aux ours. On sait maintenant qu'il s'agit de Négredeuil, baron de Mornefange. Ça, par exemple. Mornefange, c'est vrai, mais on parle de nous? Fais voir. Fais voir. Cet obscur village de Moselle. Bah merci. Avait fait tout récemment la une des faits divers. Et la presse à sensation avait même été jusqu'à parler de la malédiction de Mornefange. Pour notre part, nous pensons que la malédiction réside dans le nom dont est affublée cette malheureuse bourgade. Ah, le con! Et répugnant à manier une terminologie aussi racoleuse, nous bornerons à rappeler que ce village venait d'être le théâtre de faits étranges et non encore élucidés qui culminèrent avec la disparition du baron de Négredeuil, lequel vient de mettre si tragiquement fin à ses jours. Faut-il voir un lien entre les derniers événements survenus à Mornefange et le suicide du baron? Certains de nos confrères n'hésiteront pas un seul instant, etc. Bah ça alors, se jeter dans la fosse aux ours, c'est bien une idée tordue. Ça, comme s'il pouvait pas se suicider en bon chrétien improprement, en se pendant dans son grenier, comme le Germain, ou en se tirant un coup de fusil de chasse dans la bouche, comme le Norbert. Non, monsieur, il lui fallait le jardin des plantes. Mais qu'est-ce que tu veux? Maintenant, faut monter à la capitale, même pour se suicider. N'empêche, il n'avait pas besoin d'aller si loin. Il n'avait qu'à demander, le sorcier. On lui aurait fait son affaire. Ça, on lui aurait rendu service et à nous, ça nous aurait fait plaisir. Allô, oui. Ah, bonjour. Ah oui, il est là, je vous le passe. Monsieur Robert. C'est votre collègue journaliste. Vous pouvez prendre la communication dans la cabine. Merci. C'est obligé. Allô? Alex? Salut Robert. Dis donc mon vieux, j'ai du nouveau. Te fatigue pas, je suis au courant. On a retrouvé Négredeuil bouffé par les ours du jardin des plantes. Ah bon, tu savais? Figure-toi que c'est dans le répugnant local de ce matin. J'avais l'air malin, moi, je te dis pas. En tout cas, ceux dont les journaux n'ont pas parlé, c'est de l'état dans lequel se trouvait le cadavre. Tant mieux. J'espère qu'il y a encore une déontologie dans notre métier. Je pensais pas au carnage fait par les ours, mais au fait que ce qui restait du corps se trouvait déjà dans un état de décomposition avancé, quelques heures seulement après le drame. Hein? Et comment c'est possible? Encore un maléfice de Mornefange, sans doute. Et comme tu as la chance d'être sur place, tu retournes voir le docteur nulle part afin d'en savoir plus sur Négredeuil. Ah oui, tu parles d'une chance. On se retrouver dans un bled pareil. Tiens, ce sentier de forêt, ça me rappelle quelque chose. Mais oui, c'est l'allée que nous avons empruntée l'autre nuit, Alex et moi, après l'accident. La pancarte est toujours là. Sanatorium, domaine des ouvertes, c'est bien ça. Si j'allais faire un petit coucou à cette charmante infirmière, là, Carmilla. Joli nom, ma foi. Allez, ce bon docteur nulle part attendra. Eh ben, le jardinier ne s'est pas manifesté depuis l'autre jour.
Harold, cet endroit a l'air de plus en plus lugubre. Si c'était pas pour calmer Ben... Y a personne? Tiens, la porte est ouverte. Oh! Y a quelqu'un? Docteur Barbezieux! Mademoiselle Carmilla! Ça a mangé vide. Oh! Y a quelqu'un? Bon Dieu, il devrait au moins traîner un ou deux pensionnaires. Mais non, le salon de lecture est vide. Et cette pièce, j'ai tout de même pas rêvé, c'était le bureau du docteur Barbezieux. Il n'y a même plus une chaise. Enfin, c'est pas possible. Plus personne. Tout le monde s'est volatilisé. Cette bâtisse est rigoureusement déserte et abandonnée. Je vais finir par croire que tout ce qui s'est passé l'autre nuit n'était qu'une gigantesque hallucination. Vous cherchez quelqu'un? Hein? Vous en faites un refus. Ben, je vais aller voir une amie et il n'y a plus personne. Et vous-même, vous habitez ici? Bah, je m'abrite pour l'hiver. La baraque est vide. Ça gêne personne, pas vrai? Oh, ça, pas de problème, vous pouvez rester. Mais, attendez, il y a quelques jours à peine, le sanatorium des Auvertes était en pleine activité. Ah, ça, mon brave monsieur. Sauf votre respect, ça m'étonnerait. Et pour quelle raison, je vous prie? Et pour la bonne raison que le Sana des Auvertes, l'a bien 10 ans qu'il est abandonné. Quoi? 10 ans, et plus. D'étranges manifestations ont lieu au musée d'ethnographie. Après une épidémie de gastro-entérite parmi le personnel et le suicide inexpliqué du directeur du musée, lequel s'est jeté du haut de la tour Eiffel, c'est une vitrine de la salle numéro 7 qui refuse de bouger malgré les efforts redoublés des manutentionnaires. Vitrine que l'on retrouve quelques heures plus tard à l'autre bout de la pièce. Sans oublier le fantôme que les gardiens du musée auraient vu une nuit se promener dans les couloirs. Tout ceci aurait-il un rapport avec l'exposition tibétaine? Ah, Elsa, enfin. Nous avions dit à 2h dans le hall, il est déjà 3h moins le quart. Dois-je te rappeler que le musée d'ethnographie ferme à 5h? Alex, me serais-je fiancée à un horaire de chemin de fer? Figure-toi que je me suis attardée devant la maquette du projet pour le nouveau palais du Trocadéro. J'ai vu ça en arrivant. Cette structure épurée en béton et en pierre sera d'une rare élégance. Quelle horreur, oui. Une architecture dans le plus pur style mussolinien, pour ne pas dire national-socialiste. Voyons, Elsa. Il faut un projet tourné vers l'avenir, digne de l'exposition internationale qui aura lieu en 1937. 1889 nous a laissé la tour Eiffel. 1900, le Grand et le Petit Palais. 1937 nous offrira ce nouveau palais du Trocadéro. Quel cadeau! Je te rappelle que cette désuète meringue hispano-mauresque dans laquelle nous nous trouvons ne fut bâtie dans l'esprit de ses auteurs que provisoirement pour l'exposition de 1878. Plus d'un demi-siècle de provisoire, sauf ruse d'éternel. Eh bien, espérons que le nouveau palais sera aussi provisoire.
L'essentiel, c'est qu'il ne touche pas au musée d'ethnographie. Bien au contraire, il sera agrandi, beaucoup plus adapté, fonctionnel. Et pour le moment, voyons un peu cette fameuse collection d'objets tibétains. Extraordinaire. Impressionnant. Regarde, maman, la grande trompette. J'avoue m'y connaître assez peu en culture tibétaine. À part le Yeti. Elsa, je te saurais gré de ne pas me rappeler cette pénible histoire de singe. Pardon. Eh bien, si tu veux suivre le guide... Dans cette première vitrine se trouve rassemblé tout un attirail de magie noire. Tout d'abord, la panoplie de l'officiant, la tiare à 5 faces, le collier fait de rondelles de crâne humain, le tablier de cérémonie et le poignard magique. Admirable travail de dentelle, ce tablier. Ce que tu appelles de la dentelle est en fait un savant assemblage d'os humains sculptés et ajourés. Sympathique. Et ces petites statuettes de terre colorée, qu'est-ce que ça représente? Elles figurent les apparitions successives qui surgissent autour du défunt lorsqu'il traverse le bardo, c'est-à-dire le royaume des morts. Et cette charmante petite armoire de poupée Détrompe-toi. Il s'agit d'un Chatlig Golok. Les sorciers l'utilisaient pour y enfermer les démons, après les y avoir attirés à l'aide d'incantations. Et ces coffrets étaient ensuite jetés dans le feu. Mais il arrivait aussi qu'on les conservât afin de réduire leurs occupants démoniaques à des tâches de serviteurs. Dangereux. On raconte que parfois, du sang suintait à travers les parois de bois, et parfois même, en ouvrant le coffret, on y trouvait des débris macabres, cervelles ou cœurs humains, dont la présence ne pouvait s'expliquer que par une intervention occulte. Charmante maison de poupée, en effet. Et ce drôle de truc, là, qu'est-ce que c'est? Ce drôle de truc, comme tu dis, c'est un Manichorkor, ou moulin à prière, spécifique du bouddhisme tibétain. On peut les faire tourner à la main, au vent ou bien à l'eau, selon leur taille. En tournant, les rouleaux de papier que tu vois, contenus dans le cylindre de bois, envoient vers le ciel des millions de prières et d'invocations, gagnant ainsi des mérites à l'opérateur. Et ces toiles peintes, que représentent-elles? Celle de gauche représente la divinité Yamankata, toujours entourée de feu, avec ses 9 têtes de démons. Il est affublé de 34 bras, qui tourbillonnent dans toutes les directions et porte ses emblèmes. Crâne, poignard, couperet et tambour. Avec ses 16 jambes, il piétine, comme tu le vois, toute une collection de créatures terrestres en une danse de destruction cosmique. Tout cela est toujours d'une folle gaieté. Attends que je te présente la déesse Lamo, à droite. Peinte en bleu ou noir, elle chevauche une mule et une peau humaine est jetée sur ses épaules. Dans la main gauche, elle tient contre son sein le crâne d'un enfant né d'une union incestueuse et rempli de liquide magique et de sang. Sa bouche est grande ouverte et laisse apparaître 4 dents aiguisées. Moi qui considérais le bouddhisme comme une religion pleine de paix et de sérénité. En effet, mais toutes ces entités démoniaques appartiennent plutôt à l'ancienne religion tibétaine, Bonpo. Elle peuplait les montagnes, les forêts, les lacs, ou le monde souterrain, bien avant l'implantation du bouddhisme dans la région. Et celui-ci n'est jamais vraiment parvenu à les éradiquer et a dû composer avec les anciens rites. Tiens, l'attroupement. Sans doute le clou de la collection se trouve-t-il exposé dans cette vitrine? Quelle horreur! Oh, je crois que je vais en faire des cauchemars. Oh, dis, maman, c'est quoi le monstre? Moi, je trouve ça obscène, voilà. Les morts, on les enterre, on ne les met pas dans des vitrines et... Ah, voici donc la fameuse momie. Momie du Shunga Rinpoche, 7e siècle. Je croyais que les Tibétains n'attachaient aucune importance à la préservation de leur enveloppe charnelle. C'est juste, ils croient à la réincarnation et se débarrassent des morts sans autre forme de procès. La plupart du temps, les corps sont dépecés et les morceaux épars sont laissés aux vautours et aux animaux sauvages qui se chargent de les faire disparaître. Mais ce qui vaut pour le commun des mortels ne s'applique sans doute pas à un grand prêtre. Il ne s'agit pas ici d'un grand prêtre, mais d'un chaman, c'est-à-dire d'une sorte de sorcier et de nécromane. Comme je te l'ai dit, l'ancienne religion Bonpo a survécu avec ses croyances séculaires et ses rites de magie noire à l'implantation du bouddhisme. D'ailleurs, la préservation de la momie d'un de ces chamans en témoigne. Bien souvent, on pensait qu'ils étaient la réincarnation d'un démon.
En conservant pieusement le corps du chaman, on se ménageait donc en quelque sorte les bonnes grâces du démon qui continuait d'y habiter. Mais madame le professeur, tu ne crois tout de même pas réellement qu'un démon dort à l'intérieur? Alex, ce sont des légendes. J'ai souvent eu l'occasion de voir des momies, mais je trouve qu'il émane de celle-ci quelque chose de franchement mauvais. Qui sait s'il ne suffit pas parfois de penser très fort à certaines choses pour que celles-ci finissent par se matérialiser à l'extérieur de nous-mêmes, au point d'exercer une fascination capable d'induire notre comportement. Attends, tu peux répéter? J'ai pas bien suivi. Ça y est, tu m'as filé ton jus. Mais ma parole, on se gèle ici. C'est vrai que ces grandes salles sont mal chauffées. C'est vrai que le chauffage laisse à désirer. Pourtant, en arrivant ici, je trouvais qu'il faisait plutôt chaud. En tout cas, maintenant, il règne un froid polaire. Quand je te disais que ce vieux palais était d'une vétusté rédhibitoire... Regarde. Ben quoi? La température est devenue tellement basse que... on peut voir notre haleine. Ça alors? C'est vrai? En sortant d'ici, on gèle. C'est un scandale. Je comptais me faire rembourser mon ticket d'entrée. Alex, il est en train de se passer quelque chose d'anormal. Tu crois? Là, la vitrine de la momie. Bon sang. Elle se couvre de givre. Impossible! C'est une hallucination! Non, regarde! Le sol est bel et bien couvert de neige alors que dehors le soleil brille! C'est de la magie! Tu veux dire de la magie tibétaine? Oui, Alex! C'est la momie!